etc. Et c'était vraiment indépendant de notre volonté. Donc du coup, on va commencer cette conférence par présenter l'ordre du jour. Donc on puisse partir tous d'une même base. Alors l'ordre du jour est simple. Il y aura donc le début effectif de l'événement. Pour 14 h, je crois qu'il est 14 h, donc déjà par rapport à ça, ça va. Bon, le modérateur, vous l'aurez sans doute deviné, c'est moi, Wilfried Foyer, je suis étudiant en 3e année ici Gélec. Oui. Alors, oui. Il s'en suivra donc le mot du président de l'association, M. Christian Wandé, qui va nous faire un mot de bienvenue. Ensuite, il y aura donc l'intervention effective des invités. Et avant cela, nous avons préparé une vidéo teaser de l'événement, qui est en fait une vidéo de mise en bouche, pour qu'on puisse vraiment saigner le jeu du propos. Ensuite, il y aura l'exposé des invités, c'est-à-dire Mme Fatoumata Yaranangoy. Elle va nous parler de la création d'entreprises en Afrique, les facilités, les différentes... Et ensuite, on aura dans l'intervention de M. Yannick Nino. Je tiens à préciser qu'il n'est pas encore là, mais il est en phase d'arrivée, donc il n'y a pas de souci, ils sont là. Donc, et ensuite, on va donc clôturer cette partie par la parole à l'assistance, c'est-à-dire on va aller à la phase de questions-réponses, c'est-à-dire ceux qui ont des questions écrites, n'hésitez pas à poser des questions, peut-être plus éclairé. Alors, enfin, on va entamer la phase clôture de la séance et échanges divers, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un mot de fin, ensuite des photos de famille, parce qu'il faut après garder une traçabilité de l'événement, c'est toujours important. Et enfin, une petite collation, qui sera un petit casse-croûte, quelque chose qu'on aura préparé pour nous. Donc, sans plus tarder, on va passer au mot de bienvenue par le président, M. Christian Wandé, président de la SCRS. Bonjour, comme dit précédemment par Wilfried Foyer, nous tenons à nous excuser auprès de vous pour ce retard dû à quelques petits contretemps. Ce n'est pas toujours facile d'organiser un événement comme celui-ci, de mobiliser le maximum de personnes afin qu'ils dégagent un peu de temps pour un samedi après-midi. Aujourd'hui, nous allons parler de la création d'entreprises en Afrique et de la recherche de financement. Pourquoi ce thème en fait? Parce que la plupart des étudiants, la plupart des diasporés, comme on nous appelle, ont à cœur, n'est-ce pas, l'investissement en Afrique, ont à cœur le développement de leur continent, ont à cœur l'éveil, n'est-ce pas, que ce soit des consciences, sur le plan social, sur le plan culturel et avant tout sur le plan économique. Mais lorsqu'on quitte le pays, on quitte le continent, on perd des repères. Les mentalités changent, on a l'habitude de fonctionner dans un système qui est un petit peu carré et tout. Et on a quelques appréhensions quant à partir investir, quant à partir se lancer, n'est-ce pas, dans l'aventure au niveau du continent. Raison pour laquelle nous avons opté pour ce thème, la création d'entreprises en Afrique et la recherche de financement. Pour faire une petite parenthèse concernant l'association qui organise cette conférence, c'est l'AECRS. Je ne sais pas si on peut voir le logo là, tout à l'heure tu l'as dit. L'Association des étudiants camerounais de Rouen et sympathisants, qui est une association qui a vocation à intégrer tous les étudiants camerounais qui sont résidents à Rouen et aussi, de par son côté sympathisant, à s'ouvrir aussi à toutes les autres communautés, amis et sœurs du Cameroun. Donc, nous avons pour habitude d'organiser des petites conférences comme ça, de temps à autre, afin de partager, n'est-ce pas, par un retour d'expérience et de pouvoir mieux mûrir notre projet professionnel, de pouvoir mieux être aguerri, n'est-ce pas, quant à la poursuite de notre avenir ici ou ailleurs. Donc, sans plus tarder, on va passer à la vidéo de présentation et après, il y aura les interventions successives de nos invités. Merci. Alors, comme je l'ai dit tantôt tout à l'heure, nous avons vraiment l'honneur de recevoir notre illustre invitée, Mme Yaranangoy Fatoumata. Et nous allons vraiment lui laisser le soin d'introduire son propos et de nous parler de la création d'entreprise. Je passe la parole. Merci, je viens de découvrir la petite surprise. Je n'avais pas... Donc, je me présente, en fait, je m'appelle Fatoumata Yaranangoy. Je suis donc la gérante d'une petite structure qui s'appelle l'Agence Yara. En fait, au sein de cette petite structure, on fait de la formation, du conseil et du coaching, notamment dans le cadre de la création d'entreprises, comme formation, nous proposons tout ce qui est formation en management, aide à la création d'entreprises, comme je viens de le dire également.
on accompagne aussi des opérateurs économiques européens en Afrique. Je viens de rentrer il n'y a pas très longtemps de la Côte d'Ivoire et du Mali, justement dans le cadre d'un forum, mais aussi dans le cadre de la prospection du secteur minier au Mali, donc pour des opérateurs européens qui veulent en fait créer des entreprises en Afrique. Donc c'est vrai que la création d'entreprises, c'est un mot parfois difficile à prononcer parce que moi-même, j'ai d'abord été étudiante. J'ai un MBA en management et business international. Donc à la fin de mes études, je me suis dit, voilà, je vais me lancer dans la création d'entreprise. C'était en 2011. J'ai vraiment été découragée parce que le projet que j'ai eu au départ, c'est... Bonjour. Donc le projet en fait que j'ai eu au départ a découlé, est parti d'un constat en fait, parce que à l'époque quand j'étais étudiante, il y a une entreprise française qui m'a justement envoyée en Afrique pour vendre des produits européens. Et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait un réel besoin dans le cadre de l'accompagnement. Je me suis dit mais pourquoi ne pas mettre une structure en place pour aider les entreprises européennes ou africaines à mieux s'installer en Afrique et même ici en Europe, parce que je fais les deux continents. Et c'est dans ce cadre que j'ai créé la société. Bon, ça a été vraiment difficile, il y a eu des hauts et des bas, je ne peux pas le nier. Surtout dans le cadre du financement, je ne vais pas trop aborder le domaine du financement, mais juste pour vous dire que si vous avez des projets de création d'entreprise, n'hésitez pas à vous lancer. Le plus important, c'est de croire à son projet. Parce que parfois, on peut avoir une idée et puis on en parle autour de nous. Il y a des gens qui vont dire « Ah, mais je ne sais pas, est-ce que ça va marcher j'y crois pas trop. » Ne vous découragez pas. Si vous y croyez vraiment à votre projet, lancez-vous. Même si le problème financier peut être peut-être réel, ne pas vraiment se limiter là-dessus. Si vous avez un bon projet, moi je pense que c'est une possibilité de pouvoir convaincre un investisseur et puis se lancer dans son projet. Comme je viens de l'évoquer tout à l'heure, c'est important par rapport à l'étude, à l'idée, mais aussi le projet, parce qu'il y a 3 étapes dans le cadre de la création d'entreprise, l'idée, le projet et l'entreprise. Donc l'idée, bon, c'est vrai, comme je viens de l'évoquer là, ça peut partir d'un constat, un besoin. Vous allez quelque part, vous vous rendez compte qu'il y a un besoin quelconque, dans le cadre par rapport à un produit, par rapport à un marché, et puis vous vous dites, mais tiens, ça vous fait un déclic, et puis vous dites, ben voilà une idée, je peux faire ça, et puis à partir de là, vous commencez à monter votre projet et aussi à réaliser votre entreprise. Et puis la rémunération, c'est que je l'ai dit, ça passe à 10% qui représente le budget. Oui, en fait, la puissance du chef d'entreprise, c'est 2 qualités qui s'enseignent difficilement, c'est l'anticipation et la créativité. Et c'est vrai que je pense que là, qui est capable d'anticiper et qui... Alors quand on parle d'anticipation, effectivement, quels sont les chiffres et quels sont mes instincts? Au niveau des chiffres, la question d'Adam, j'ai eu la chance une fois d'aller dans une grande réunion de la Banque mondiale où justement on parlait des indicateurs de bonne gouvernance, des indicateurs de progrès des droits de l'homme, des indicateurs de liberté d'entreprendre, différents pays d'Afrique. Alors c'était très intéressant, moi j'étais un peu petit, je n'ai pas trop pris la parole, juste une fois. Alors effectivement, il y avait un débat sur alors où est la bonne gouvernance. Vous savez que ce n'est pas neutre. Un pays qui a une bonne gouvernance, ça progresse. La liberté d'entreprendre, ça progresse. L'éducation, ça progresse. Quelque part, on va peut-être dire, la dette, on va peut-être la baisser. Et même, on va peut-être donner des subventions pour booster les progrès du gouvernement. Alors après, on a dit, oui, mais comment on fait pour calculer les progrès du Burkina, les progrès du Congo, comment on fait? Alors là, une question a dit, oui, mais est-ce que c'est la Banque mondiale qui va, avec ses statisticiens? Là, a priori, c'est chaque gouvernement qui envoie ses chiffres. Vous voyez, chez nous, l'INSEE, la méchante machine que c'est, en termes de captation de micro-informations pour faire des agrégations, puis arriver à des chiffres avec des marges d'erreur réduites. Alors en Afrique, on se demande, avec si peu de services type INSEE dans chaque pays, et peut-être si peu de neutralité dans celui qui collecte quel chiffre pour en faire quel agrégat,
comment finalement on arrive à avoir les bons chiffres pour prendre les bonnes décisions. Donc je me suis dit, au niveau de la Banque mondiale, ça doit être un peu casse-tête. Puis il y a quelqu'un qui a le courage de dire, vos décisions sont géopolitiques, elles ne sont pas liées à des résultats probants. Et je me demande finalement pour ces questions de marché, je fais une étude de marché, etc. Est-ce qu'il faut s'en tenir aux chiffres? Certainement un peu, certainement, mais certainement pas que ça. D'où la bonne question entre l'économie informelle et l'économie formelle. C'est vrai que moi c'est toujours le traquage, je me dis, un peu comme a fait Oula, là, il faut certainement glisser progressivement de l'économie informelle, où manifestement c'est là il y a plus de business à faire, vers l'économie formelle, parce que là on sécurise certainement, y compris quand des changements de gouvernement, on sécurise le business, parce qu'on est dans la transparence, on est dans la réalité, et on peut progresser sans risquer de marcher sur du sable mouvant. Quand on est dans l'économie informelle, c'est vrai que je pense qu'il y a toujours une très grande fragilité, y compris au niveau de la qualité de ce qu'on produit. On voit bien, j'ai un étudiant qui m'a dit, là-bas je vais en Casamance, je vais vous faire des marchés du tonnerre, parce que tous ceux qui actuellement font les marchés, ce n'est pas des professionnels, c'est des bricoleurs. On embauche un maçon qui n'est pas un maçon, un soudeur qui n'est pas un soudeur, tout le monde bricole, et finalement, tous les X années, il faut tout refaire. Lui, il allait avec la certitude de la qualité, et manifestement, il voulait s'inscrire dans les marchés publics, le moins possible corrompus, pour faire la qualité qui dure. Alors, je n'ai pas suivi son challenge, mais ça m'a fait réfléchir à ce problème. Le formel et l'informel, comment est-ce quelque part on passe de l'un à l'autre. Ceci dit, l'informel a du sens. Hein. Sans informel, l'Afrique ne vit pas. Il n'y a pas d'économie. Des questions? Alors, ok. Ok, allez-y. Oui, en fait, je voudrais juste savoir, par rapport à votre exposé, je crois avoir entendu que vous ne parlez pas trop de la recherche du financement, c'est ça? Ou alors, Non, j'ai pas dit que on parle pas de financement. En fait, son propos, c'était vraiment la création d'entreprises, l'augmentation d'entreprises en Afrique. Ah, c'est le deuxième. Il y a un deuxième intervenant. Le nerf de la guerre, ça va. Mais sinon, ce sera un plaisir d'en parler. Tout à fait. C'est la partie la plus importante en plus. Mais c'est avec plaisir de répondre si vous avez une question. Oui, mais en fait, si j'avais une question à poser, c'était beaucoup plus par rapport au contexte même des Africains en Afrique qui veulent créer des entreprises. Oui. Parce que bon, nous on est déjà ici, on a plus ou moins côtoyé déjà plusieurs on va dire paradigmes. C'est-à-dire on a vu en quelque sorte la démarche des Asiatiques, des Sud-Américains, des Européens, bon ça c'est très ancien. Maintenant les Africains, quand vous arrivez dans leur contexte à eux, dans leur environnement, selon leur culture et tout cela, comment vous les accompagnez? C'est tout ça qui m'intéresse. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que parfois, beaucoup parmi eux n'ont pas fait des études. Des longues études, ils ne sont même pas ouverts. Parfois, ils ne sont même pas aussi instruits que ça. Mais pourtant, ils ont des idées, et des très bonnes idées. Oui, exactement. Ouais. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas qu'en Afrique, même ici en France, il y a moi j'ai vu des migrants. Justement, j'entame des formations. Je vais bientôt entamer des formations. Donc, dans le cadre de la création d'entreprises pour accompagner des migrants qui ont des projets en Afrique. Il y en a qui n'ont pas été à l'école, pourtant ça fait des années qu'ils sont en France, ils veulent rentrer par exemple au pays et ils veulent mettre quelque chose en route. Ils n'ont pas la formation, ils n'ont même pas été à l'école, ils n'ont jamais... voilà. Et ça, c'est vraiment... Enfin, je pense qu'il y a un budget pour ça ici en France, pour accompagner des migrants qui ont pour l'aide au retour, des choses comme ça, pour accompagner les migrants. Mais maintenant, pour répondre à votre question, pour ceux qui sont en Afrique, il y a je pense qu'il y a des gouvernements africains qui sont en train de mettre les choses en route maintenant pour mieux accompagner les gens qui n'ont pas cette capacité à créer des entreprises, à les accompagner. Ils ont accès à des microcrédits, par exemple, pour se lancer. Donc, c'est un bon point, parce qu'avant, ça n'existe pas. Mais aujourd'hui, il y a des pays africains qui sont vraiment en train de mettre des choses en place pour aider ces gens-là à créer, à mettre leur projet en route, tout simplement. Oui, pour finir, peut-être, est-ce que vous allez en quelque sorte essayer de comprendre un peu comment les Asiatiques procèdent? Ou alors les Sud-Américains? Les Asiatiques, pour l'instant, je n'ai pas encore touché le marché asiatique. Okay. J'espère que ça va arriver. Donc,
Ouais. Mais c'est une bonne question. Ok, je pense que nous avons balayé à peu près les questions qu'on pouvait poser. Donc, nous remercions déjà, nous allons applaudir vraiment par rapport à ça. Nous allons passer au deuxième intervenant, notre grand frère, M. Yannick Guinou. Je lui laisserai le soin d'introduire son propos. Merci, désolé pour le retard. Moi, j'ai créé un site d'annonce, kerara.com. Je vais parler un peu de la création d'entreprise. On en a déjà parlé, donc je ne vais pas insister dessus. J'ai créé l'entreprise en 2012, je suis ingénieur de formation. C'est un site de petites annonces. Donc, ceux qui connaissent Le Bon Coin, c'est un peu la même chose. Donc, globalement, le site kerara.com. On se positionne sur les pays d'Afrique francophone. Voilà. C'est relativement simple. Et ça fait donc... alors le site existe lui-même depuis 2008, vraiment commencé à m'y mettre à 100% depuis 2012. En 2013, on a constaté une croissance un peu du nombre de visiteurs. On a atteint 1,5 million de visiteurs, 300 000 annonces. Donc effectivement, pour le coup, la problématique de recherche de financement, j'y suis en plein dedans. Là, je suis en train de faire le tour de business angels, d'investisseurs divers pour qu'ils accompagnent ce projet. Et c'est vrai que la recherche de financement, globalement, quand on est entrepreneur, qu'on soit ici ou qu'on soit d'ailleurs ailleurs, qu'on soit en Afrique, qu'on soit au Cameroun, au Sénégal, etc. De toute façon, c'est les mêmes problématiques. Vous devez d'abord convaincre les gens que ce que vous faites. Alors, vous avez les compétences de faire ce que vous dites que vous allez faire, déjà. Il faut qu'ils soient convaincus que c'est vous la bonne personne, il faut qu'ils soient convaincus que le projet est bon. Si c'est des particuliers, il faut que le projet leur parle à titre personnel. Si c'est des fonds, il faut que ça leur parle à titre financier. C'est relativement simple. Donc moi je fais le tour en fait aujourd'hui puisqu'on est en recherche de financement pour le moment. Dans ce qu'on va, alors quand on fait la recherche de financement, on va dire qu'il y a plusieurs phases. Vous ne pouvez pas trouver tous les financements d'un coup. Aujourd'hui je cherche ce qu'on appelle du capital amorçage. Vous avez du capital amorçage, du capital développement, vous avez plusieurs sortes de financements que vous pouvez trouver qui interviennent à plusieurs moments de la vie de votre entreprise pour faire différentes choses. Donc au début, c'est-à-dire moi, dans la phase où je suis, j'ai besoin d'investissement pour prouver quelque part que le modèle fonctionne. Donc on a l'idée, on a commencé à la mettre en œuvre. Maintenant, il faut montrer qu'effectivement c'est quelque chose qui peut être pérenne. Ça nécessite un peu de fonds, notamment pour faire les premières choses, par exemple créer une... Alors là, j'aimerais créer quatre filiales aujourd'hui, Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, Congo. Donc voilà, tout ça mobilise un petit peu de fonds qu'il faut trouver. Ça ne finance pas directement de l'investissement, au sens où, en fait, c'est des charges, globalement. Maintenant, il va falloir trouver des gens que ça peut intéresser. Donc, ils vont se dire, voilà, on va accompagner ça et on va se mettre ensemble ensuite pour aller chercher du capital de développement. Donc aujourd'hui, j'approche beaucoup de business angels, c'est-à-dire des personnes qui peuvent investir à titre privé. C'est long, il faut le savoir, on évalue quand vous êtes en recherche de financement, d'ailleurs, quelle que soit l'étape, entre 6 et 9 mois le temps qu'il vous faut pour réellement trouver des financements. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut beaucoup anticiper. Si vous avez besoin d'argent, l'argent que vous demandez aujourd'hui, c'est pour l'utiliser dans 9 mois. Donc si entre-temps, vous ne savez pas comment vous allez tenir, vous pouvez être en liquidation judiciaire entre-temps. La recherche de financement, c'est quelque chose qui non seulement s'anticipe beaucoup par rapport au passé, mais aussi par rapport au futur. C'est-à-dire que, alors moi c'est les retours que j'ai, donc je vous en fais profiter. Quand vous avez besoin d'argent, ne cherchez pas l'argent pour 1 an ou 2 ans. Réfléchissez à 4 ans, 5 ans. Même si ça reste très compliqué, hein, c'est vrai. C'est un exercice qu'on demande à beaucoup de créateurs d'entreprises, mais qui n'est pas simple, faire un business plan à 5 ans. Il y a tellement de choses qui se passent déjà en 1 an, 5 ans, on ne sait même pas où est-ce qu'on va être. Donc anticipez vraiment, demandez, alors on ne vous donnera probablement pas, hein, c'est malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, presque comme quand vous marchandez quelque chose, vous allez demander 1, on va vous dire ouais mais est-ce que vous ne pouvez pas utiliser demi, est-ce que ça ne va pas suffire? Vous allez dire non, il faut plutôt 3/4, etc. Ça marche comme ça. Donc voilà, donc soyez préparés à ça, à ce qu'on vous challenge, à ce qu'on vous dise voilà, si vous divisez les fonds par 2, est-ce que vous pouvez quand même faire? Ou qu'est-ce qu'on peut faire en n'ayant que la moitié, etc. Et puis il y a des fonds, alors heureusement, puisque moi je suis sur l'Afrique, il y a des fonds de plus en plus qui s'intéressent à l'Afrique aujourd'hui. On en trouve beaucoup plus aujourd'hui dans les pays nordiques, comme la Norvège, la Suède, etc., la Hollande. Dans les pays du Moyen-Orient, Dubaï, le Qatar, etc., ils investissent beaucoup, même dans les nouvelles technologies.
et aux États-Unis. En France, il y a encore très peu de fonds qui s'intéressent à ce genre de choses. On est beaucoup sur l'agriculture. Ouais, un peu de quoi je veux parler, des choses un peu historiques, les mines, des choses comme ça. Sur les nouvelles technologies, moins. On ne comprend pas encore très bien de France, et même d'Europe un peu du Sud, ce que ça peut être et pourquoi ça marche. Pourtant, dans les pays anglo-saxons, on voit de très bonnes initiatives qui sont à peu près similaires ou un peu différentes, que ce soit dans les e-com. Alors moi, je parle beaucoup des nouvelles technologies parce que c'est le secteur que je connais le plus. Donc, si je veux parler de financement ou quoi que ce soit, très souvent, ça va concerner ce secteur-là. Et donc, dans les pays anglo-saxons, on voit beaucoup de levées de fonds, comme je vous ai dit, par rapport aux fonds, que ce soit des pays nordiques, que ce soit des États-Unis ou des pays du Moyen-Orient, qui se font dans les nouvelles technologies parce qu'évidemment, aujourd'hui, concernant Internet, par exemple, on est sur des croissances en Afrique de l'ordre de 15% par pays. Il y a des pays, évidemment, qui sont plus performants que d'autres. L'Afrique du Sud, par exemple, ou l'Égypte, ils ont de très bonnes performances. Les pays d'Afrique francophone ou d'Afrique subsaharienne en général ont un peu moins, mais de toute façon, c'est des tendances qui sont irréversibles. C'est-à-dire tout le monde va se connecter à Internet à un moment donné. Ça va arriver. De la même façon que ça s'est fait pour la téléphonie mobile, avec un peu de retard à l'allumage dans les années 2000. Et ensuite, on a vu une croissance exponentielle vers les 2007-2008. On pense que pour Internet, ça va à peu près être le même schéma. Voilà, aujourd'hui, il y a des retards à l'allumage parce que c'est un peu cher de faire tous les investissements. Mais une fois que ça sera fait, il n'y aura pas de barrière pour que les gens se connectent à Internet. Quand les gens seront connectés à Internet, il faudra leur proposer des choses. Il faudra qu'on leur propose du contenu intéressant. Ça peut être sérieux, c'est-à-dire des news, des choses de type B2B pour les entreprises. Ça peut être plus ludique, WhatsApp, machin, tout ça, ou autre, je ne sais pas. Voilà. Et pour ça, enfin, que ce soit sérieux ou pas, de toute façon, quand vous aurez besoin d'argent, vous devrez passer par l'étape incontournable du business plan. Donc, alors, ceux qui sont dans l'école de commerce voient très bien ce que c'est, ceux qui sont dans l'école d'ingénieur un peu moins, mais voilà, il va falloir de toute façon passer par cette étape. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur, ça m'a pris beaucoup de temps de faire mon business plan. Voilà, je ne vous le cache pas. C'est un exercice que je n'ai pas vraiment apprécié, mais comme on est obligé de le faire, je l'ai fait. Ensuite, quand vous allez voir les investisseurs, il y en a qui regardent votre business plan, il y en a qui ne regardent pas. C'est comme ça. Il y en a, vous leur expliquez, ils disent ok, ça va, ton business plan, je m'en fous. Il y en a, vous leur expliquez, ils disent je m'en fous de ce que tu as dit, je vais regarder que ton business plan. Vous avez de tout, il faut être prêt à tout. Si je devais faire un parallèle avec la boxe, un peu, il faut savoir encaisser. Il y a toujours des gens qui vont vous dire que ce que vous faites, de toute façon, c'est mal, ça ne marchera pas, c'est pas la peine de faire, ils ne comprennent même pas pourquoi vous voulez faire ça. Mais c'est pas grave, c'est normal, hein, c'est comme ça. Il y a toujours des gens qui ne vont pas croire au projet. D'ailleurs, si tout le monde y croit, c'est un peu bizarre. D'un autre côté, il y aura des gens qui vont dire c'est génial, vraiment, je ne comprends pas que personne n'y ait pensé avant, tout ça. Là aussi, dites-vous, ah, personne n'y a pensé avant, ça alors, c'est aussi bizarre. Normalement, quand on a une bonne idée, ça devrait être partagé, puisqu'on dit que voilà, la chose la mieux partagée, c'est le bon sens. Bon. Aujourd'hui, je suis effectivement plus, on va dire, dans une phase avec pas mal de business angels, des gens à titre personnel que j'approche, sont en train d'évoluer, mais j'espère avoir de bonnes nouvelles bientôt. Les fonds, par exemple, alors si vous voulez quelques exemples de fonds, si ça intéresse certains, vous avez des projets, vous vous dites tiens, comment je peux financer. Moi, ce que je vous dirais, c'est regardez d'abord, alors c'est une théorie des cercles concentriques. On commence par son entourage propre, sa famille, ses amis, ses connaissances, ses collègues de travail, ses enseignants, enfin n'importe qui que vous connaissez déjà et qui vous connaît. C'est-à-dire, on va dire qu'il y a un certain niveau de confiance en vos compétences, qu'il n'y a pas besoin de les vérifier. Commencez déjà avec eux. Des fois ça marche. C'est plus simple quand même. Aller expliquer son projet à quelqu'un qu'on connaît depuis un certain temps. Il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout et qui ne vous connaît pas non plus. Donc, en fait, il s'en fout de ce que ça peut devenir. Quand vous avez convaincu un certain nombre de personnes de votre premier cercle, des fois, ce qu'on veut dire, c'est plus facile d'aller à l'extérieur. Voilà, parce que vous n'êtes plus tout seul. Vous avez des gens derrière vous qui ont cru en votre projet. Et quelque part, ça a de la valeur vis-à-vis des autres qui ne vous connaissent pas. Qui disent, bon, il y a des gens qui ont cru en ce qu'il fait, c'est peut-être déjà un bon premier pas. Si même sa famille n'y croit pas, en général, c'est mauvais signe. Je ne suis pas en train de dire que ça marche jamais ou que c'est toujours comme ça, mais voilà, les gens réfléchissent comme ça quand ils mettent leur argent. Voilà. Surtout quand ils le mettent à titre personnel. Ça fait un peu peur de mettre son argent de toute façon. Et donc voilà, ensuite, quand vous sortez du cadre des business angels, vous pouvez avoir après des fonds d'investissement.
c'est des petits montants hein, comparativement à par exemple ce qui se fait dans les pays anglo-saxons en général en France. On met plus de l'ordre de 250, 300 000 euros et c'est déjà pas mal. Les Américains vont plutôt mettre de l'ordre de 1 million de dollars. C'est déjà un peu plus. Les fonds aujourd'hui que je connais qui vont être sur l'Afrique, vous avez Investissement et Partenaires par exemple, qui sont basés ici en France, mais je vous ai dit, ils font très peu de nouvelles technologies. Vous avez ECP, Emerging Capital Partners, un truc comme ça. Ils mettent des gros tickets par contre, de l'ordre de 50 millions de dollars, et ils investissent dans le pétrole, des choses comme ça. Donc, des petits projets portés par on va dire par une équipe entre une personne et 4 personnes, ça passera probablement pas chez eux. Alors comme fonds d'investissement, encore sur la France, je connais que celui-là d'ailleurs. Après, quand on sort justement du cadre français, je vous avais parlé des pays nordiques, vous avez par exemple Kinnevik, qui est un fonds suédois, vous avez le groupe Schibsted qui a investi dans le Bon Coin, qui aussi commence à investir sur l'Afrique. Vous avez des fonds du Qatar, alors je n'ai pas tous leurs noms. Alors si ça vous intéresse, allez sur un site qui s'appelle VC for Africa. Voilà, vous verrez à peu près qui sont ceux qui investissent sur l'Afrique. VC for C4, africa.org. Voilà, ça vous donnera une idée de quels sont les fonds qui investissent, comment on peut trouver de l'argent. Maintenant, si vous êtes en Afrique, c'est-à-dire si vous ne dites pas je vais chercher mes fonds à partir de la France ou des choses comme ça, je vais être sur place. Vous avez aussi des fonds qui le font, je connais moins les noms. Vous pouvez aussi vous tourner vers les banques, mais je sais que tout le monde dit que les banques sont surliquides et ne prêtent pas. Hein, on est dans le fameux serpent qui se mord la queue. Les banques disent qu'il n'y a pas assez de bons projets et les porteurs de projets disent qu'il n'y a pas assez de banques qui prêtent. On va faire entre les deux, je ne sais pas. J'ai approché des banques, hein, c'est clair. C'est très compliqué. Ah, je ne vous cache pas, autant être préparé de toute façon, ne serait-ce que psychologiquement. Les banques, c'est pas facile de les aborder parce que c'est des gens qui ont une certaine formation. Vous êtes banquier, vous avez été formaté d'une certaine manière, vous attendez des choses dans un certain cadre. Quand ça sort du cadre, vous ne comprenez pas, et comme ce n'est pas votre argent, vous ne prenez pas de risque. Parce que ce n'est pas votre argent, et puis vous êtes rémunéré sur la performance que vous faites sur votre portefeuille. Si vous pensez que vous n'avez pas fait de performance, vous ne mettez pas d'argent, c'est relativement simple. Donc, moi je pense que, alors, par exemple, dans mon cas, les banques seront plus intéressantes au moment où peut-être j'aurai déjà de la rentabilité et je voudrais me développer. Voilà. Si je veux multiplier tout mon marché par 2, par 3, et que j'ai déjà montré que sur le petit espace où je suis, ça marche, là c'est beaucoup plus facile de les convaincre. Mais là, je suis à une étape où je veux valider des hypothèses et dire oui, je pense qu'au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Togo, au Mali, on peut créer un site d'annonce comme le Bon Coin. Je pense que ça peut marcher si on va cibler des agents immobiliers, des revendeurs de voitures, des magasins de high-tech, des choses comme ça. Bah ça, les gens ils vous disent ok, mais problème. Et donc pour le prouver, on a besoin d'autres types de financement. Des gens qui vont mettre un peu d'argent, on va dire en dessous de 100 000 euros, pour donner des ordres de grandeur. On va se dire un peu, mais oui, voilà, ce genre de choses ça fait un peu malheureusement. Et qui vont dire voilà, on va accompagner, on va quand même suivre, on va peut-être pas donner tout d'un coup, mais on se prépare à mettre autant et on va aller chercher tous les clients dont je vous ai parlé tout à l'heure et montrer qu'ils sont intéressés par le site. D'abord, parce que c'est vrai que sur les nouvelles technologies, c'est assez particulier quand même la façon de fonctionner. On n'est pas tout de suite dans la recherche de chiffre d'affaires dès le départ. Simplement parce que historiquement sur les sites internet ça ne fonctionne pas comme ça, sauf si on est sur du e-commerce. Vous pouvez voir des exemples hein, que vous connaissez probablement, WhatsApp, Viber, Twitter, Facebook, Le Bon Coin. C'est des sites qui commencent par grossir au début. Le premier objectif c'est de faire du trafic, montrer qu'il y a un intérêt pour le site. C'est d'abord ça qu'on fait. Deuxième étape, en général 3-4 ans plus tard, on commence à chercher, bah, tiens maintenant qu'on a 1 milliard de membres ou 200 millions de membres, bah, qu'est-ce qu'on peut leur vendre? Sachant que, alors c'est une logique très américaine, hein, veut dire si vous avez beaucoup de gens qui sont intéressés par votre produit, vous aurez toujours un pourcentage de personnes à qui vous allez vendre quelque chose. C'est une idéologie. Donc c'est comme ça, ils y croient et jusqu'aujourd'hui ça marche. Donc le Bon Coin aussi a fait ça, pendant longtemps c'était gratuit, on ne payait rien dessus, etc. Et aujourd'hui, bon, le Bon Coin c'est quand même plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc ça montre que l'intérêt, quand il y a un intérêt par rapport à beaucoup de gens, c'est bankable. Forcément. Il n'y a que de très rares cas où ça ne marche pas. Très très rare.
Donc, alors, voilà un peu globalement par rapport à la recherche de financement. J'ai presque envie de dire, la recherche de financement intervient, c'est vrai. Alors, on dit c'est très important, on va beaucoup entendre, hein, quand vous avez une bonne idée, l'argent c'est le plus facile. J'ai presque envie de dire, quand on fait de la création d'entreprise, les difficultés sont similaires. Il n'y a pas de plus facile et de plus difficile, c'est la même chose. C'est d'autres compétences qu'il faut. Donc, si vous parlez à un banquier, il va forcément vous dire c'est facile d'aller chercher des sous. Si vous êtes ingénieur, vous ne comprenez pas de quoi il vous parle. Vous dites ah bon? Parce que la comptabilité, les machins, quand on va vous demander c'est quoi votre passif, votre actif circulant, vous allez vous demander mais de quoi on parle. Quand vous êtes de type commercial, c'est-à-dire que vous avez fait une école, une business school, quand on va vous parler de tout ça, ce sera facile à comprendre pour vous. Maintenant, si on vous parle d'autres choses un peu plus opérationnelles, typiquement si on parle de nouvelles technologies, on parle de la technique, ouais, mais comment vous allez faire pour votre architecture serveur et tout? Pardon, de quoi on parle? Donc l'idée, quand vous faites la création d'entreprise de ce type-là, je me rappelle ce que vous avez dit la dernière fois pour ceux qui étaient là, si vous pouvez vous associer avec des personnes dont les profils sont complémentaires aux vôtres, c'est toujours mieux pour aller, d'ailleurs, que ce soit pour aller voir des clients ou pour aller voir des investisseurs, c'est toujours mieux. Cette complémentarité-là, c'est important. Moi, je vous le dis, j'en ai souffert de me lancer seul sur ce type de projet. Effectivement, au début, on peut se dire, oui, mais j'ai toutes les compétences, vous êtes fous, quoi. Mais en fait, non. On les a jamais. On n'a jamais toutes les compétences. Il y a toujours des compétences qu'on a maîtrisées mal ou pas du tout. Qu'on croyait maîtriser, et quand on se frotte justement aux gens qui s'y connaissent, on se rend compte que, ah ouais, je suis à des années-lumière de ce qu'il fallait faire. Donc on apprend aussi comme ça. C'est de l'apprentissage, on dit qu'il faut être... je vous ai dit tout à l'heure, il faut savoir vachement encaisser. Parce que vous vous dites, bon, finalement, ok, je pensais savoir, mais maintenant, je ne sais plus. Pour donner quelques exemples de financement qui marchent, parce que je pense quand même bien de se dire, voilà, il y en a qui ont essayé et ça a marché. Alors, je n'ai d'exemple malheureusement que sur les pays anglo-saxons d'Afrique. Les pays d'Afrique francophone, j'en ai pas. Que ce soit le Nigeria, ah si, j'en ai sur le Maroc. Donc voilà, par exemple, les sites de e-commerce au Nigeria, je ne sais pas si vous avez suivi Konga récemment, le deuxième e-commerçant au Nigeria a levé 25 millions de dollars. Sachant qu'il y a 2 ans, le numéro 1, Jumia, avait levé 80 millions de dollars. Donc voilà les chiffres à peu près dont on parle. Il y a 2 ans, le premier site, c'est-à-dire l'équivalent de Le Bon Coin au Maroc, Avito, a levé 6 millions d'euros. Donc, ça c'est pour dire qu'on peut lever des fonds. Par contre, c'est jamais au début. C'est-à-dire, vous ne venez pas avec un projet, dit je veux 6 millions d'euros, 6 millions de dollars ou 25 millions. C'est très rare. Vous venez plutôt avec quelque chose qui marche. Et vous dites, voilà, j'en ai fait 3, j'aimerais en faire 40. Et là, on vous dit, ah, ok, vous avez réussi à faire 3 qui marchent, très bien. On finance les 37 autres. Voilà, donc c'est pour dire quand même qu'il y a des choses qui bougent aujourd'hui sur le continent. On en parle beaucoup. On arrive à mobiliser des fonds. Alors, comme je dis encore, en France, c'est très compliqué. Je ne sais pas si c'est des liens historiques ou c'est le problème français lui-même qui fait qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué économiquement, donc on se focalise un peu sur la France. Mais on parle des investisseurs d'Afrique, ils connaissent malheureusement que l'élevage, l'agriculture, les mines, des choses comme ça. Nouvelles technologies, mobile, 3G, connectivité, contenu, ça ne parle pas. Ils ne voient pas trop. Bizarrement, les autres fonds comprennent très bien. Donc je pense que voilà, la France n'est même pas en retard par rapport à ça. Comme ça, on va dire que c'est le libéralisme. Et ce serait bien effectivement que ça change, surtout pour ceux qui sont ici. Parce que vous allez être en contact plus facilement des banques, des banquiers qui sont ici. Vous serez plus facilement en contact des fonds d'investissement qui sont ici. Moi, c'est ce que j'ai fait au début. Hein. Je suis allé dans des incubateurs, j'ai pitché, etc. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, peu de personnes connaissent l'Afrique telle qu'elle est aujourd'hui. On a des images un peu anciennes, un peu passées, où on va généraliser des petites parties qui ne correspondent pas forcément à tout le monde. Et c'est avec ça, malheureusement, qu'on jugera votre projet. Alors, on va juger le projet sur ce qu'on sait. Moi, alors, pour la petite histoire, je suis allé voir mon banquier personnel, c'est-à-dire là où moi j'ai mon compte, il y a 2 semaines. Je lui ai dit, voilà, je veux un crédit pour la société. Pas grand-chose. Hein. Il me dit, moi, l'Afrique, non, on ne parle pas. Je lui ai dit, mais voilà, si
c'est objectif, c'est quoi le truc derrière? Non, rien, c'est juste que ça ne lui parle pas et puis c'est tout, quoi. Il ne sait pas, en interne, ils n'ont pas eu de formation, ils n'ont pas eu d'informations positives dessus, ils n'ont rien eu, donc il n'y a pas de raison qu'ils investissent. Donc voilà un peu. Maintenant, alors, je ne sais pas si vous avez des questions plus spécifiques de la recherche de financement. S'il y en a qui ont déjà des projets qui sont justement en phase de recherche de financement, qui sont pas en création. Ils disent, passons de la tantine à la coopérative. Même nous, dans l'économie qui ne va pas, on développe l'économie sociale et solidaire. Elle cherche sa place, elle ne l'a pas encore trouvée, mais c'est évident qu'il y a un mouvement. Il y a un mouvement qui fait que développement durable, commerce équitable, etc. Il y a un mouvement. Alors l'Afrique, effectivement, certains disent qu'il ne faut surtout pas qu'elle imite notre mode de fonctionnement. Il faut que l'Afrique trouve son propre modèle. Alors vous, qui avez beaucoup de recul sur, etc., qu'est-ce que vous pensez de cette idée de nouveau modèle? Et est-ce que vous pouvez nous faire quelques projections, au-delà de reproduire ce qui marche, hein, les nouvelles technologies, ça marche. Est-ce que vous voyez comment faire pour qu'une Afrique, quelque part, trouve un mode de développement qui soit relativement innovant et non plus la reproduction de ce qui ne va peut-être pas marcher très longtemps chez nous? Alors, par rapport à ça, moi je dirais, pour moi en tout cas, l'innovation, c'est pas une fin en soi. Moi, je ne cherche pas, quand je fais mon site, à innover pour qu'on dise c'est innovant. Je me dis, est-ce que ça aide des gens? Est-ce que ce que je fais, est-ce que les entreprises, est-ce que les gens ils trouvent un intérêt? S'ils trouvent un intérêt, je fais. S'ils ne trouvent pas d'intérêt, de toute façon, j'arrête. Maintenant, de toute façon, dans la façon, alors peut-être dans la façon dont j'ai présenté le site en disant, effectivement, c'est des choses qui marchent ici et qu'on va effectivement, on va se mettre sur des marchés où ce n'est pas encore présent. Disons ça comme ça. Il y a de toute façon des différences dans l'utilisation, dans la présentation, dans la façon dont c'est fait. C'est-à-dire le principe de base reste le même, site de petites annonces, on va dire ça comme ça, site de e-commerce, etc. Mais par exemple, la façon dont on fait le e-commerce, même que ce soit au Nigeria, au Kenya, en Afrique du Sud, c'est pas la même façon dont on fait le e-commerce en France. Par exemple, la poste n'est pas développée au Nigeria. Ça n'existe pas. Les moyens de paiement sur Internet ne sont pas développés. Ça n'existe pas. Mais on fait du e-commerce quand même. Donc c'est fait différemment. Mais ça reste le principe de je fouille, enfin, globalement, je cherche en ligne ce que je veux, j'achète à un tiers et il me l'emmène chez moi. Ça reste comme ça. Mais tous les mécanismes entre les deux sont totalement différents. La preuve, c'est que Google a essayé, par exemple, de lancer sur les petites annonces en Afrique, mais ils ont fermé, ça fait 1 an et demi. Ça n'a pas marché. Ce n'est pas l'argent qui leur manquait. Ils n'ont pas compris qu'on ne pouvait pas juste, effectivement, replaquer le même modèle sur place. Parce que les gens consomment Internet différemment, les gens comprennent Internet différemment, les gens ont d'autres problèmes, ils n'ont pas les mêmes budgets à mettre sur Internet comme ici. Internet, ça coûte encore quand même assez cher. Il y a plein de petites différences qui, lorsqu'on les met bout à bout, font que ce n'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Donc il y a d'autres modèles qui se développent. Par exemple, dans le e-commerce, on parle beaucoup de cash to delivery. Ça n'existait pas vraiment avant. C'est je commande, tu emmènes et c'est quand tu emmènes que je paye. On peut se dire que c'est la seule différence, mais ça génère derrière beaucoup de différences dans les processus. C'est tout simplement plus la même chose. Voilà. C'est pour ça qu'il faut d'autres entreprises qui viennent investir pour se lancer dessus. Et ce ne sont pas les mêmes qui sont présentes ailleurs. Parce que ce n'est pas la même façon de faire, ce n'est pas les mêmes systèmes d'information, ce n'est pas les mêmes comptables, ce n'est pas les mêmes machins, ce n'est pas la même logistique, c'est rien pareil. Quand vous faites du cash de delivery, il y a beaucoup de retours. Il y a beaucoup de cash qui est géré par les livreurs. Et quand vous en avez 200, ça fait tout votre argent en fait est géré par les livreurs. C'est un autre problème ça. Parce qu'il y en a qui partent avec. Voilà, on dit quelqu'un qui vous commande 10 iPads, ça fait 6 000 €. Quand vous dites un livreur va partir avec 10 iPads, vous n'êtes pas sûr de le revoir. Enfin, attention, c'est autre chose. Il y a des problématiques différentes que vous devez traiter, mais ça reste du e-commerce. Donc c'est ça. C'est un peu ça que je voulais dire. Ça sera des petites annonces, mais par exemple, nous, typiquement, on se focalise beaucoup sur du B2C. Contrairement à Le Bon Coin, qui va faire beaucoup de sites aussi. C'est de particulier à particulier essentiellement. Nous, les particuliers, ils ne sont pas encore prêts à vendre des choses, échanger des choses sur Internet. Ce n'est pas encore le problème. Le problème, c'est que je vais acheter des choses moins chères, je vais où? Ça, c'est la première question qu'on se pose. Et on a entendu qu'ailleurs, Internet aidait à ça. Voilà. Donc, c'est pas j'ai un vieux canapé, je vais le vendre, j'ai des vieilles chaussures, je vais les vendre. Non, c'est je veux acheter un vrai canapé. Je ne vais pas me balader dans tout Yaoundé pour chercher ça. Je vais chez qui? Voilà. Donc, on est plus dans du B2C. Donc, c'est des entreprises qui vont venir dire voilà, je vends ça, je vends ça, je vends ça et c'est pas cher. Et les particuliers qui vont venir regarder.
On sera peut-être dans du C2C plus tard, mais on n'y est pas encore. Donc, ça par exemple, c'est un modèle qu'on n'avait pas compris initialement. On s'était mis sur du C2C, on a essayé de démarcher des particuliers, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Puis on a commencé à voir des agriculteurs venir sur le site, je crois que j'avais déjà parlé de ça la dernière fois, des planteurs, des gens qui veulent vendre leur récolte de maïs, de sorgho, des gens qui cherchent des canards à acheter. On se dit, bon, si c'est ça le besoin, bah, couvrons-le, simplement. Donc, c'est pour ça, moi, je dis, l'innovation, pour moi, ce n'est pas une fin en soi. Si on se retrouve à changer un modèle, soit, s'il n'y a pas besoin de le changer, soit. Mais je ne changerai pas un modèle juste pour dire que j'ai fait autre chose. Pour moi, voilà, pour moi, ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est que ça aide des gens, ça sert à quelque chose. De toute façon, quand vous faites une entreprise, ça ne sert à personne. On peut rater quelque chose au début. Donc, voilà. Oui. En fait, en tant qu'entrepreneur, quand on décide de monter une entreprise, on pense le long terme. Or, en fait, là, le cas de l'Afrique est un peu particulier. Parce que vous prenez n'importe quel entrepreneur, il est dans un système économique qui n'arrive pas à maîtriser. Je vais prendre un exemple. Si par exemple, je veux faire une usine de chaussures, il me faut des financements. Vous allez aller voir une banque, la banque va dire qu'elle a une liquidité. Ce qui est faux, parce que la seule liquidité signifie qu'on a l'argent dans le pays. Or, toute la masse monétaire, en fait, près de 80% de la masse monétaire africaine, des pays francophones en général, se trouve où? À Paris. Donc, en fait, penser en fait sur le long terme, c'est un peu difficile parce que pour faire par exemple ton usine de chaussures, tu as besoin d'une route. L'État va prendre l'argent. Ils ne peuvent pas. Donc, on est obligé de faire en fait de travailler dans l'informel. Genre des entreprises sur le court terme. C'est la même chose avec, par exemple, les sites internet. Tu as besoin de serveurs sur place. Qui va le faire? Tu as besoin d'un pays qui développe les infrastructures, notamment en fibre optique, etc. Qui va le faire? Ça demande un investissement. L'État va le prendre. L'État produit, il y a de l'argent. Mais des canaux, en fait, ont été placés, et ce n'est pas placé volontairement, pour que toute cette masse soit plutôt redirigée vers un pays qui est en crise et qui demande de plus en plus d'argent pour s'en sortir. Hélas. Concernant le business plan, au début de l'exposé, monsieur qui est juste en face de moi a dit que quand vous faites une entreprise, il ne faut pas penser à se rémunérer. Sachant quand on rédige un business plan, il faut penser à être rémunéré. Je pense qu'il va corriger. Oui. Alors il y a cette ambiguïté que je ne comprends pas. Soit je suis rémunéré dans le business plan ou je ne suis pas rémunéré. Pourquoi est-ce qu'en début d'activité... Je pense qu'il a voulu dire, parce que je suis dans la même situation, il ne faut pas se rémunérer tout de suite. Évidemment, il faut que ton entreprise te fasse vivre. Sinon, voilà. Par contre, au début, souvent, dans beaucoup de cas que j'ai vus, ce n'est pas l'argent que tu mets dans ton capital social qui doit servir à te rémunérer. Le capital initial, là, ça vient investir. C'est tout, en fait. Je pense que c'est ce qu'il a voulu dire. Mais en fait, je vais répondre aux deux, parce que pour être complet, nous, quand on a lancé notre activité, en 2012, il y a eu un coup d'État au Mali. On s'est retrouvé dans la merde complète, où on avait commencé notre activité, on commençait à vendre des choses, on commençait même à avoir des bons contrats, sans passer par du pistonnage, juste par notre travail. Et on s'est retrouvé dans une situation qui était hyper difficile, en trésorerie, où on était parti, nous, à vouloir d'entrée faire un modèle vertueux, à déclarer les salariés. Et on a été obligé de rester dans l'informel, et on l'est encore aujourd'hui. On a bénéficié d'un certain nombre d'exonérations, puisqu'on crée une entreprise au Mali et que le Mali nous a donné des facilités. On est en SARL. Et donc, on a fonctionné avec un environnement qui est hyper difficile. Et ce que vous décrivez, effectivement, c'est la réalité. Quand on va voir des banques et qu'on est dans cette situation-là, ce qu'ils disent, mais c'est quoi les commandes que vous n'avez pas les commandes, donc on ne suit pas. Et pourtant, on n'a pas lâché. Pourquoi j'ai dit on a décidé de ne pas se payer au début et qu'on a fait aussi de l'informel d'ici où mon collègue, il avait des droits de chômage, donc je ne vais pas vous faire un dessin, il a fait en sorte de pouvoir
continuer à bénéficier de ses droits de chômage ici. Il était là-bas. Et puis ces droits de chômage, à un moment donné, se sont arrêtés. Donc à un moment donné, moi j'étais ici, je travaillais ici. Donc il y avait des charges qu'il fallait payer. Mais je les payais moi. J'envoyais tous les mois des westerns pour payer le local parce qu'il fallait payer le local. Et c'était dur. Et ça l'est encore aujourd'hui. Depuis le mois d'août dernier, j'en vois plus de western. L'activité reprend un petit peu. Là, je l'ai eu il y a 3 semaines. Il me disait qu'il faut qu'on tienne, mais il y avait des perspectives qui étaient intéressantes. Mais c'est difficile avec toutes les incertitudes qu'il y a. Le président actuel du Mali, il est en train de faire des choses qu'il disait qu'il n'allait pas faire. Et pourtant, il les fait. Il y a de nouveau de la gabegie, il y a de nouveau de la corruption. Mais on est dedans. Et on se bagarre. Et on ne se dit pas oui parce que c'est compliqué ou parce qu'on est en Afrique, il faut qu'on laisse tomber. Si on reste dans cette perspective-là, mais les choses, elles ne vont jamais évoluer. Moi, je pourrais me dire, voilà, je suis ici, je travaille, je suis né ici, après tout, je suis français, et que je pourrais suivre ma carrière et puis avancer. À un moment, je me dis, mais si on a aussi envie que les choses changent, parmi nous, il y en a certains qui doivent essuyer les plâtres. Et c'est ce que vous êtes en train de vivre, vous. Et que c'est un discours qui n'est pas facile à dire et qui n'est pas facile à assumer. Mais je pense qu'à un moment donné, voilà, c'est peut-être que je ne gagnerai pas d'argent. J'en perds même. Hein. Et que je me mets même des soucis de trucs où je pourrais vivre confortablement ici. Mais à un moment, je me dis, voilà, je n'ai pas envie de faire des projets associatifs de développement habituels. J'ai envie d'être sur autre chose. Ce qu'il disait sur le recrutement des gens, bien sûr qu'on a envie de recruter des gens. Bien sûr qu'on a envie de recruter des gens. Mais au début, quand vous démarrez, les salariés que vous avez, il faut aussi qu'eux, ils soient dans une mentalité presque d'aventurier comme vous. Nous, on a recruté des jeunes. Et je vais vous dire, je vais être transparent avec vous, on les paye au départ, c'était, on leur assurait les séances pour qu'ils viennent. On leur assurait un repas. On leur donnait des moyens pour qu'ils puissent, quand ils avaient besoin de quelque chose, qu'on puisse répondre à ça. Il y a eu des périodes où on ne pouvait même pas répondre à ça. Et les gens étaient toujours là en nous disant, on croit aussi au projet. Et là, on est dans une phase où ça redécolle, on paye les gens. On ne les déclare pas encore. Donc on ne cotise pas au niveau des cotisations sociales. Mais voilà, on se bagarre, mais parce que c'est le démarrage aussi du projet. Et que nous, l'ambition, ce n'est pas de rester dans ça pendant 10 ans. Nous, l'ambition, parce qu'au départ, quand on a commencé le projet, on avait fait un business plan où on était parti, où on avait besoin de 1 million, 2 millions d'euros. Parce qu'on voulait faire de l'impression de très haute qualité. On est allé voir des banques, les banques ne nous ont pas suivis. On est allé voir des fonds d'investissement, ils ne nous ont pas suivis. On s'est dit, il faut qu'on démarre, même petit. Donc on a décidé de démarrer petit. Et nous, l'ambition, c'est d'arriver à un certain stade, comme il dit, et arriver à ce stade-là, en ayant prouvé que par nous-mêmes, en nous étant sacrifiés, qu'on était en capacité voilà, de générer et de prouver que ce n'est pas juste un business plan, les marchés, c'est possible de les avoir, le savoir-faire, on l'a, et on a aussi des personnels qu'on a formés, parce qu'on a pris aussi des gens qu'on forme, et qu'à partir de là, on va essayer de monter en gamme. Mais c'est une aventure, et que un business plan ou une idée ou un projet, il peut être super bien rédigé, vous pouvez bien le vendre, mais après, il y a plein de paramètres et je suis tenté de vous dire, c'est la vie. C'est la vie. Il faut aussi le prendre comme ça. Et que vous avez raison de vous poser des questions en vous disant, oui, c'est inquiétant, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais à un moment, moi je pense que, voilà, vous êtes jeune. Moi j'ai 42 ans. Mais si vous, à votre âge, vous posez des questions de vieux, c'est dramatique. C'est dramatique. C'est dramatique. On est à 42 ans. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Laissez-moi président d'accord en fait. Et je constate en fait que plus on avance, plus la situation devient difficile pour les Africains, pas pour les Européens. Parce que le pays en crise, ça c'est déjà une certitude. Mais non seulement le pays en crise, mais ils viennent en fait chez nous, nous rafler avec les balles, avec l'arme qu'on leur a données. Je vais prendre par exemple le cas d'un Africain qui veut par exemple investir en Afrique. Tu as un bon projet, là c'est clair. Tu commences à entreprendre. Il y aura par exemple un Français qui va venir.
il va venir, par exemple, quand tu as des problèmes de financement, lui, il va aller à l'ambassade, demander en fait, il va étaler son projet, il peut prendre un copier-coller de ton projet, il vient, il présente à l'ambassade. L'ambassade va sortir du cash. L'ambassade va sortir du cash que, en fait, c'est pas l'État français qui paye. C'est les Africains qui payent, en fait, pour, en fait, abattre d'autres Africains. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, je comprends. En fait, ce que je veux dire, c'est que la situation va devenir beaucoup plus difficile qu'elle ne l'est maintenant. Et il faudrait s'y préparer. C'est pour ça que je suis totalement d'accord avec vous. Mais il faudrait savoir que ça va devenir de plus en plus difficile. Au contraire. Moi franchement, ce que vous dites là, c'est marginal. C'est marginal. Oui, ça existe. Je ne vais pas dire que ça n'existe pas. Mais c'est marginal. À un moment, il faut aussi qu'on ait confiance en nous. Même. Vraiment. Et que ça part aussi de ça. Et qu'on a un problème, c'est au niveau des imaginaires. Et que le problème, il part aussi de là. Et que pour partir sur un business, il y a un côté très rationnel, mais il y a aussi un côté mental. Et que dans le projet dans lequel il y a aussi une part d'investissement personnel où on se dit à un moment donné, mais on se lance dans un projet comme celui-là, mais on prend un risque, et le risque de tout perdre. Ça fait partie du jeu. Et que il y a de la concurrence, qu'il y a des gens qui vont avoir des avantages, et que ce que vous me dites là, moi je vais vous dire, au Mali, nous on se retrouve en face de gens qui sont de très gros imprimeurs, qui à côté sont dans plein d'autres domaines, et qui eux ont accès au crédit. Et ce n'est pas des Blancs qui ont accès au crédit des banques, c'est des Maliens. Mais on est rentré dans le marché, la règle est là, on est avec les gens. Et ces mêmes personnes-là, aujourd'hui, ils ont peur de nous, petite imprimerie. Parce qu'ils ne comprennent pas comment on fait. On a une machine, une couleur, et on fait du travail de 4 couleurs avec une couleur. Mais parce que le gars qui travaille avec moi, le gérant, il a une compétence, on a un savoir-faire. Et qu'à un moment donné, nous, on a confiance en nous. On n'a pas de moyens, on travaille avec nos moyens, et on essaie d'avancer avec nos moyens. Mais il ne faut pas regarder les autres. Nous, on se regarde nous d'abord. On se regarde nous d'abord dans un environnement qui est difficile, avec des réalités culturelles aussi. Parce qu'on fait confiance à des gens qui nous ramènent des marchés, parce que c'est comme ça que ça se passe pour nous. On n'a pas les marchés directement. Il y a des gens qui ont les marchés, qui disent qu'ils sont imprimeurs, c'est eux qui ont les marchés, ils viennent nous voir pour qu'on sous-traite. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Et qu'on se lance à produire des choses sans avoir la trésorerie même parfois. Et on se débrouille pour produire quand même les choses. Et quand il faut payer, les gens font ça. Comment on fait? On livre quand même. Et on fait aussi confiance aux gens. Jusqu'à présent, il y a très peu de marchés où on s'est fait enfumer. Mais le business, c'est aussi, on a confiance et les gens ont confiance en nous. Et il y a une part de risque. Et je vous dis ça, moi je ne suis pas un businessman. Je suis un gars qui est plutôt littéraire, qui n'était pas dans ces trucs-là, qui a bossé dans le domaine associatif. Mais à un moment donné, je me dis, si je vais dans le business, ben, j'y vais en assumant les risques aussi. Et que faire du business en Afrique, c'est aussi difficile que de faire du business ici. Ce n'est pas plus facile. Et que détrompez-vous, les difficultés qu'on peut avoir en Afrique, les mêmes on les a ici. Vous croyez que les marchés, les appels d'offres, que tout est vertueux? Vous croyez que la concurrence, il n'y a pas des gens qui ont des avantages par rapport à d'autres? Et que ça, c'est partout dans le monde. Et qu'à un moment donné, voilà, quand on fait du business, c'est aussi une bataille. C'est aussi une bataille. Et c'est aussi se donner des moyens, des objectifs, et c'est jouer sur tous ces paramètres-là. Je ne dis pas que ce que vous dites, c'est faux, mais en tout cas, moi, ce n'est pas ça qui doit nous arrêter à entreprendre. J'aimerais rajouter que lorsqu'on entre dans un business, ce n'est pas pour en fait, occuper le bas de l'échelle, c'est pour être un leader. Et lorsque on se concentre en fait sur soi, on oublie que pour devenir leader, il faut regarder ce que l'autre fait. Si l'autre a des avantages, en fait, fournis par notre frère, il faudrait quand même le réclamer. Ce n'est pas parce qu'on marche sur ton pied que tu ne vas pas dire, ah, bien sûr, logiquement. Donc, il faudrait réclamer ses avantages. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait s'attendre, et je le redis, il faudrait s'attendre à ce que ce soit beaucoup plus difficile. Parce que tout le monde dit l'Afrique, c'est le continent de l'avenir. On ne voit pas les risques qui viennent avec ces innovations-là.
Par exemple, je prends du matin beaucoup sur la France parce que, en fait, c'est à la France qu'on donne notre âme. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. On donne une âme, en fait, comment dire, non seulement pour détruire notre business, mais tu les avantages encore plus. Tu les avantages encore plus dans la mesure où vous avez pris le cadre des grandes boîtes qui sous-traitent. Est-ce qu'on va passer le temps à sous-traiter? Il faudrait au moins qu'on puisse grandir, qu'on puisse avoir au moins des grands groupes africains. Comment on va le faire si on passe le temps à se complaire dans notre situation? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là. Moi, je comprends bien ce que tu dis. Je pense juste qu'il y a une différence de niveau par rapport à ce dont on parle. C'est-à-dire, problématique dont tu parles, pas se traiter au niveau de chaque entrepreneur. C'est comme si chaque joueur voulait faire sa propre stratégie. Ça sert à rien. Il faut un coach pour faire la stratégie de tout le monde. Donc ça, la problématique par rapport à ça, c'est une problématique. Ça ne peut être qu'au niveau des États. Il n'y a que les États qui peuvent gérer ça. Alors, c'est vrai que les États sont composés de personnes elles-mêmes, mais ce n'est pas chacun à son niveau. Je pense qu'on est avec des niveaux de problématiques différents. Voilà. Je parle d'un problème beaucoup plus général, qui est peut-être réel, mais qui va au-delà de ce dont on parle aujourd'hui, je pense. Qu'il faudrait de toute façon adresser de manière satisfaisante d'une manière ou d'une autre à un moment donné, qui n'est pas encore fait effectivement. Et ce n'est pas chaque entrepreneur qui va se dire effectivement comme tel autre a tel avantage, moi je fais rien. Comme il disait, les gens ne naissent jamais avec les mêmes avantages. On dit on est tous avec les mêmes droits, les mêmes machins. C'est évidemment pas vrai. C'est comme ça. Ça fait partie de la vie aussi, justement, c'est ce qu'il disait. C'est juste comme ça. C'est une contrainte, c'est une donnée qu'il faut prendre en compte. On ne peut pas forcément l'annuler. Il faut juste savoir qu'est-ce qu'on en fait. Oui, il y a des gens qui ont du financement quand moi je n'en ai pas. Ok, qu'est-ce que je fais? De la même manière que comment je fais pour avoir plus de trafic, comment je fais pour avoir plus de clients, comment je fais pour avoir plus de cibles, comment je fais par rapport à ceux qui ont des avantages que moi je n'ai pas. Oui. Je disais, on constate la maturité par rapport à ce type d'investissement dans le numérique. Ça vient par les pays anglo-saxons, justement. Dans les pays d'Afrique francophone aujourd'hui, ça reste extrêmement compliqué par rapport à ce type d'argument que tu as justement donné, où on préfère l'économie dite réelle. Dite réelle. Parce que toute l'économie, c'est la même économie. Quand vous travaillez chez Amazon et que vous avez un salaire à la fin, vous le voyez bien le salaire. C'est pas virtuel, le truc. Simplement, le numérique aujourd'hui, je pense qu'on l'appréhende. C'est pas une fin, le numérique. Internet, c'est pas une fin, c'est un moyen de faire quelque chose. C'est une infrastructure comme une autre. Simplement, elle a ses propres codes. C'est tout. Elle a sa façon de fonctionner du fait qu'elle n'est pas physique. Mais c'est une infrastructure comme une autre. Internet, c'est une route, quoi. Voilà. C'est un outil. Voilà, c'est ça, c'est un outil qu'il faut savoir utiliser. Et il y a des gens qui comprennent comment l'utiliser, d'autres qui savent comment investir dedans. Et je pense, d'autres qui le feront juste plus tard. Ce n'est pas une question de... on finira, je pense, par la banaliser et trouver que bon, c'est un investissement comme un autre. Aujourd'hui, c'est parce que c'est nouveau. Les sites comme eBay, ça date que des années 96. C'est extrêmement récent. Par rapport à l'agriculture qui date des millénaires. C'est extrêmement récent. Donc, effectivement, je peux comprendre que tout le monde ne comprenne pas encore. Et puis, de toute façon, il y a toujours un petit nombre qui se lance sur ce genre de choses. Et puis, le reste, qui reste sur les secteurs traditionnels. Hein, c'est comme ça. Je ne m'attends pas aujourd'hui à ce que tous les investisseurs comprennent Internet ou veuillent se lancer dedans. Certainement pas. Par contre, si 1% le font, c'est assez bien, déjà. C'est bien déjà. Voilà, donc c'est ce 1%-là que moi je vais chercher. Ce 1% de personnes qui ont une appétence à peu près naturelle pour le numérique, à l'ère de la lutte simple. Moi, c'est ce que je cherche. Et je suis sûr que de toute façon, vous finirez tous par investir dedans. Et c'est pas dans 20 ans. On parle de 2020, je pense, vous allez commencer à lire Internet différemment. Moi, je pense que vous avez raison. Enfin, moi, je suis d'accord avec vous. Je pense que ça a de l'avenir, quoi. Je suis quasi persuadé de ça. Et je me dis, c'est pas tant l'économie virtuelle comme si elle était abstraite et qu'elle n'existait pas. C'est un modèle de développement concret. Et on n'a pas énormément de choix non plus. Soit on exporte des produits, des matières premières, soit on exporte des produits comme on fait, comme on a toujours fait. Soit on exporte des produits manufacturés comme les Chinois, soit on fait comme les Philippines, on exporte la main-d'œuvre et puis il y a le retour avec l'argent qui rentre au pays, soit dernier cas, on fait comme l'Inde et on vend les
services. Ouais. Pour les services, parce qu'il y en a, il y en a de plus en plus. Moi, hier, j'étais avec un ami j'aurais bien aimé qu'il vienne aujourd'hui, parce qu'il a un projet quasiment pas la même chose, mais c'est pas concurrent, mais dans le même type un peu. Et c'est y trouver là, c'est ça? Non, c'est autre chose. Mais bon, c'est vraiment dans le début. Mais je pense que ça a de l'avenir. Et voilà, après, dans la sous-traitance et même pour des entreprises qui sont ici, je pense que voilà, parce qu'il y a des gens qui ont ces compétences-là. Moi, je ne fais pas très fort en informatique ou quoi, mais je me dis c'est des choses qu'on peut faire aussi. Quoi. Autant se diversifier, si on peut faire plusieurs choses, tant mieux. Alors moi j'ai une question concernant votre entreprise. Dans le domaine dans le domaine technologique, par rapport à ce que vous avez constaté, vu que par exemple pour un site d'e-commerce, il y a le référencement, il y a le design du site, il y a les serveurs. Quelles sont les différentes parties qui nécessitent plus de financement, plus de capital? Est-ce que c'est le référencement qui va demander beaucoup? Le besoin, alors, vous avez dépensé plus. Ouais, je comprends. Je dirais le besoin en financement, où est-ce qu'on le met? Ça dépend d'abord de l'objectif qu'on se fixe. En fonction de ça, par exemple, si l'objectif de mon entreprise c'est de me payer, je pense que dès que ça me donne un salaire, ça me va. Certainement, ce qui va me coûter le plus cher aujourd'hui, c'est la partie IT. C'est la partie IT, c'est-à-dire, je vais coupler serveur plus développeur. Si je dis l'objectif c'est d'être numéro 1 au Cameroun et dans d'autres pays, ce qui va me coûter le plus cher, c'est la communication. Il faut se faire connaître. Alors qu'en général, quand même, de manière globale, c'est une moyenne. Hein, voilà. Il faut vraiment la prendre telle quelle. 70% du budget des startups va dans la communication. Parce que si Internet, si on ne vous connaît pas, vous n'existez pas. Relativement simple. Bon, il faut exister, il faut communiquer beaucoup. Ça inclut le référencement? Ça inclut le référencement. Ça peut être du référencement naturel, ça peut être payant. Ça peut être par les réseaux sociaux, ça peut être par X moyens, ça peut être par des réclames à la télé, dans les radios. Mais il faut communiquer, il faut se faire connaître. Voilà. D'une manière ou d'une autre. Ça peut être viral, sachant que des fois derrière la croissance virale, il y a des vraies techniques qui sont mises en œuvre. C'est pas forcément le fait du hasard. Voilà. Le viral n'est pas toujours le fait du hasard. En fait. C'est organisé. Donc moi, en tout cas, aujourd'hui, je dépense beaucoup en communication. Il faut absolument... L'idée, c'est quand quelqu'un veut quelque chose, il faut qu'il se dise, je vais aller chez Kera. Et pour ce qui est de la production, ça n'a pas été une galère? De la production construction du site Si, c'est une galère. Mais comme la question, c'était où est-ce que je dépense le plus d'argent, j'ai répondu à ça. Mais toutes les parties sont des galères, de toute façon. Oui, construire le site, il faut le penser, il faut l'imaginer, il faut le faire. En général, vous n'avez pas beaucoup d'argent au début, il faut optimiser, on va dire ça comme ça, ses coûts. Même si souvent, ça revient à les minimiser. Ça, c'est pour développer le site. Après, il faut le faire héberger, il faut le maintenir, il faut le faire évoluer. Il faut communiquer, il faut aller dire aux entreprises que c'est bien d'utiliser le site. Quand une entreprise utilise, il faut le faire savoir. Il y a tout ça qu'il faut organiser et faire. Oui. Dans les initiatives, les entrepreneurs à la recherche des investisseurs, à un certain moment, vous n'avez pas l'impression que les niveaux sont plutôt... Ça vous dépasse complètement. Là. Je donne les deux raisons. Comment est-ce que quand vous approchez des investisseurs, il y a deux raisons qui sortent lors du débat, donc il y a deux freins que vous voyez donc qui expliquent le manque d'accompagnement de ces investisseurs. L'instabilité politique et le manque de protection juridique aux investisseurs en Afrique. Ça dépasse le niveau d'entrepreneuriat immédiat. Au niveau de nos États, on n'est pas très en retard par rapport à ces thématiques. Bon. Alors moi, j'ai la chance, c'est un truc qu'on me renvoie peu, tout ce que l'on fait pour le coup du virtuel. C'est-à-dire qu'à la limite, la stabilité politique, ça va pas vraiment... Alors
si on faisait du e-commerce directement, c'est-à-dire on était directement intermédiaire dans la transaction, oui. Quand on fait des petites annonces, on peut être touché quand on commence à se financer par la publicité, c'est vrai. Donc, alors ça fait partie, pour moi par exemple, de l'important d'être sur plusieurs pays. Par exemple, il faut, voilà, typiquement, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, quoi. Si je suis sur un seul pays, dès qu'il y a un problème, ah bah, voilà, je le prends de plein fouet. Si je suis sur 4 pays, j'estime que je divise mes risques par 4 ou plutôt par 3. Pas forcément. Voilà, c'est à peu près ça. Maintenant, la deuxième raison que vous avez dit. Protection juridique des investisseurs. Protection juridique. Alors, nous aujourd'hui, l'entreprise a été créée en France. Donc voilà, je me suis dit, bon, effectivement par rapport à ça, parce que si je dis l'entreprise au Cameroun, il y a des investisseurs ici qui vont dire, moi j'y vais pas, simplement parce que je ne sais pas comment faire en cas de litige. Donc aujourd'hui, je dis, bah, je suis ici. L'entreprise est ici en cas de litige, on se retourne vers moi, je ne fuis pas. Ça ne veut pas dire que ça résout tous les problèmes, ceci dit. Ça veut dire qu'au moins ces deux problèmes-là, je les ai moins. Moi, je pense que pour que la diaspora participe au développement de l'Afrique, il faut qu'elle soit accompagnée par les États. On aimerait savoir ce que l'État camerounais vous a apporté dans la création de votre société. J'avoue, je ne me suis pas tourné vers l'État. Peut-être ma démarche à moi, je n'y pense pas de tourner vers l'État quand je crée une entreprise. Je ne vois pas spécialement aujourd'hui. Ce que je fais est déjà tellement nouveau pour les investisseurs que pour l'État, ça l'est encore plus. Donc, je suis réaliste par rapport à ça. J'attends pas tout de suite qu'ils aient une bonne connaissance d'Internet. Ce serait un peu trop demandé. Ils n'ont pas. Donc voilà. En fait, je ne leur ai rien demandé. Pour le coup. Donc, du coup, ils n'ont rien demandé. Comment c'est fait? Alors, on va arrêter là maintenant parce que vraiment le temps. On prend vraiment à la gauche. Tu comprends que c'est très intéressant tout ce qu'on dit, mais il faut bien que on lâche au bon moment. Donc, sinon ça devient mauvais. On va applaudir en laissant vraiment.